Bonjour, il reste trois cours de matière pour la session. Donc là, on est rendu au cours 22. On va voir aujourd'hui le ressort. Donc on va regarder comment calculer la force faite par un ressort, puis aussi le travail effectué par un ressort. Le ressort, c'est une force particulière parce que c'est une force qui varie comme pendant qu'un objet se déplace au bout du ressort. Par exemple, ici, imaginez qu'au bout du ressort, on aurait un bloc ou une masse. Dans la position du haut, on voit le ressort à sa longueur initiale, ou on pourrait dire sa longueur naturelle. Si on ne touche pas le ressort, il y aurait cette longueur-là. À ce moment-là, le ressort fait aucune force. Donc, on appelle la force faite par un ressort aussi la force élastique. Dans le fond, c'est une force qu'on dit de rappel. Ça veut revenir à sa longueur naturelle, un peu comme un élastique. Donc, ici, dans la première situation, le ressort étant à sa longueur naturelle, il ne fait pas de force. Mais si le ressort il est comprimé, comme dans la deuxième figure, ben, celle du milieu, là, à ce moment-là, le ressort veut revenir à sa longueur naturelle. Donc, on peut déduire ici que dans l'illustration, il forcerait vers la droite. Donc là, on aurait une force élastique qui pointe dans cette direction-là. On va s'intéresser pour le calcul de la force à ce qu'on appelle delta X, qui va être simplement en valeur absolue dans le cas de la force du ressort, là, la distance sur laquelle le ressort est soit comprimé, soit étiré. Fait que par exemple ici, disons qu'il est comprimé de 5 cm, delta X, ce serait la valeur 0,05 parce qu'on va travailler en mètres. Dans la dernière figure, celle du bas, ben là, on a au contraire étiré le ressort. Donc, le ressort, quelle force qu'il fait à l'objet qui est au bout, que ce soit notre main ou que ce soit un bloc, il va tirer sur l'objet pour revenir à sa longueur naturelle. Donc, dans ce cas-ci, la force s'appliquerait vers la gauche. OK? Donc, encore une fois, on aurait delta X ici qui serait la variation de combien le ressort, donc, il est étiré par rapport à sa longueur naturelle. Là, plus un ressort il est étiré, ben, plus il va forcer intensément. Donc, la grandeur de la force d'un ressort est variable. On peut regarder un phénomène aussi d'oscillation au bout d'un ressort. Si on met, disons, une masse au bout du ressort, puis que c'est sur une surface assez glissante, ben là, si on comprime le ressort puis on le relâche, ben là, on va avoir une oscillation de la masse au bout du ressort. Ça va aller et venir. OK? Donc, à ce moment-là, pendant tout le trajet de va-et-vient de la masse au bout du ressort, la force que cette masse-là subirait serait en train de varier. Donc, c'est ça que ça a de particulier, la force du ressort, puis c'est pour ça qu'on l'introduit en fin de session. Parce qu'on va voir qu'on a besoin des formules particulières pour travailler avec ça. Remarquez que si on vous parle aussi dans un exercice d'un élastique, ça se comporte comme un ressort. La seule différence, c'est que l'élastique, lui, se comprime pas. Il ne peut pas s'écraser en repoussant pour reprendre sa forme, sa longueur initiale. Mais au niveau de l'étirement, ça se comporte comme un ressort. Il existe aussi des modèles de ressort qu'on ne peut pas comprimer. Si, par exemple, toutes les spires du ressort sont déjà à la longueur naturelle collées les unes sur les autres, ben, il ne peut pas se comprimer davantage. Donc, on aurait là un ressort qui se comporte absolument comme un élastique. Alors, la force élastique, voilà comment on la calcule. Donc, la force élastique, si on veut, c'est la force que le ressort fait à son extrémité sur l'objet qui est à l'extrémité du ressort. Comme j'ai dit, ça peut être notre main qui est en train de tirer sur le ressort. Donc, le ressort, quelle est la force qu'il fait sur notre main? Mais ça peut être aussi sur une masse qui est au bout du ressort. Fait que si on veut la force élastique en Newton, on va devoir multiplier une constante qu'on appelle la constante de rappel du ressort, ou elle a un autre nom, c'est constante d'élasticité. Donc, on utilise le symbole K minuscule ici pour cette constante-là. Puis cette constante-là, ça reflète à quel point le ressort il est rigide puis il est fort. Okay? Comme par exemple, plus K est élevé, plus c'est difficile d'étirer le ressort, puis il va tirer très fort sur nos mains pour reprendre sa forme initiale. Ça, c'est une valeur qui va être en newton par mètre. Donc, ça va être important ensuite de multiplier ça par un delta X en mètres. Donc, delta X, c'est, comme j'ai dit tantôt, simplement l'écart en mètres là, entre la longueur du ressort quand on le regarde, puis sa longueur qu'il aurait si on ne le touchait pas, là, sa longueur naturelle. À noter ici que dans votre livre, j'ai repéré qu'il y a une erreur au niveau qu'on met un signe moins dans cette équation-là. Mais l'équation ici, c'est la grandeur de la force faite par le ressort, fait que ça devrait être une valeur absolue. Il n'y a pas de moins à mettre ici.
si on considère que le delta X est une valeur absolue. OK. Fait que si on regarde un peu comment se comporte la force élastique à mesure qu'un ressort est étiré, disons ici qu'on regarde l'axe des X, plus on monte sur l'axe des X, plus le ressort est étiré. À ce moment-là, ben, plus la force va être grande. Là, on a 3 droites parce que ici, on a reflété une fonction pour 3 ressorts de constantes de rappel différentes. Donc, celui qui est en mauve ou bleu, c'est celui qui a la constante de rappel la plus faible. Fait que pour un certain étirement, il fait une force un peu moins élevée que le vert ou le orange. Fait qu'ici, on voit que dans tous les cas, peu importe la constante de rappel du ressort, le ressort se comporte de la même façon. Sa force va répondre de la même façon par rapport à l'étirement. À noter aussi que là, j'ai dit l'étirement du ressort, mais ce serait le même graphique si ce qu'on regardait, c'était la compression du ressort. Puis à mesure que le delta X augmente, le ressort est de plus en plus comprimé. À ce moment-là, la force va être de plus en plus grande avec exactement la même fonction. C'est comme symétrique. Donc ici, bon, c'est un peu, je viens de remarquer qu'il n'y a pas les unités sur l'axe Y, mais bien sûr, ça serait des newtons. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que ça passe par 0, 0, le graphique, puisque lorsque le ressort est à sa longueur naturelle, c'est-à-dire delta X est 0, ben, il n'exerce aucune force. Donc, c'est un graphique qui devrait passer par 0, 0. Puis, ce qu'on a, c'est une droite. OK? Supposons qu'on isole juste un des graphiques. On regarde, disons, juste celui qui est en orange. OK? Donc, on a une droite ici. Puis, dans le fond, on a notre force en fonction de delta X. On a déjà vu tantôt que la force élastique, c'est égal à une constante fois le delta X. Je ne sais pas si vous reconnaissez ici, mais ça, c'est une équation d'une droite. OK? Une équation d'une droite, c'est la forme, le paramètre sur l'axe des Y va être égal à une pente, souvent on symbolise par A. Ensuite, on dit fois l'axe des X ou la variable sur l'axe des X plus une ordonnée à l'origine B. Ici, clairement, on a une ordonnée à l'origine qui est 0. Donc, je vais juste la rayer là. Puis là, on voit que, OK, notre axe des X, ben, c'est la valeur qu'on a appelée delta X. Notre axe des Y, c'est la force élastique, donc la pente. La pente A, c'est la constante de rappel K. Donc, si on faisait un calcul à partir d'une paire de points sur notre graphique, puis qu'on calculait la pente, dans la théorie, ça donnerait exactement la valeur de la constante de rappel K. C'est quelque chose qu'on va vérifier dans le laboratoire qu'on va faire sur la force du ressort. Avant de passer au laboratoire, je veux juste aborder aussi le travail fait par un ressort. Donc, le ressort, il n'exerce pas une force constante. On avait vu une formule pour les forces constantes calculer leur travail au cours précédent. C'était la grandeur de la force fois le cos de l'angle entre la force puis le déplacement fois le déplacement en mètres. Mais dans le cas du ressort, ça ne marche pas parce que cette formule-là s'applique seulement si la force n'est pas variable. Donc, pour le ressort, on va avoir une formule différente. OK? Donc, le travail fait par un ressort, on va toujours considérer le travail, un cas un peu simplifié dans le cadre du cours où est-ce qu'on calcule le travail par rapport à un endroit où la position serait aucun allongement. Okay? Donc, on a une formule un petit peu plus simple que si vous continuez plus tard dans le cours de mécanique. Donc, le travail fait par un ressort se calcule avec la formule particulière ici. On fait une demi fois la constante de rappel du ressort qui doit être en newton par mètre et fois l'allongement ou la compression du ressort en mètres et au carré. Donc ça va nous donner un travail. Un travail, je vous rappelle que c'est la quantité d'énergie que le ressort va fournir à l'objet qui est au bout ou qui va lui retirer à l'objet qui est au bout. Donc, si le travail est positif, le ressort vient aider le mouvement de l'objet. Si le travail est négatif, le ressort vient faire une force qui nuit au mouvement de l'objet. Puis comme le travail, c'est une variation d'énergie, les unités sont des joules. OK? Alors, maintenant, on va... Donc, premier exemple, on a un bloc ici de 3 kg qui est en oscillation au bout d'un ressort horizontal. On demande c'est quoi l'accélération du bloc au moment où le ressort est comprimé de 10 cm. Donc, je réalise ici que j'ai oublié de mentionner qu'il n'y a pas de frottement entre le bloc et la surface. Donc là, je l'ai ajouté par écrit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer? On demande l'accélération.
Donc là, on va devoir se référer à la deuxième loi de Newton. Si on connaît la force, on peut trouver l'accélération. Donc là, pour faire ça, ça va nous prendre on va faire une analyse en fait des forces sur le bloc. Donc là, ils disent que le ressort est comprimé de 10 cm. Le bloc, bien sûr, il est posé sur une surface, puis il y a une masse. Donc, on va avoir une force gravitationnelle vers le bas sur le bloc, puis une force normale due au sol qui le soutient, donc la force normale vers le haut. Mais à cause qu'ils disent que le ressort est comprimé, bien, on voit que ici, ça veut dire qu'il veut se rallonger, donc il veut revenir à sa longueur naturelle. Ça veut dire qu'il va pousser sur l'objet vers la droite. Okay? La force élastique ici est vers la droite. Et comme il n'y a pas de frottement, bien, on n'a aucune autre force en X. Donc, seulement la force élastique. Si on veut calculer la grandeur de la force élastique pour ensuite aller chercher l'accélération, on va prendre ce qu'on appelle, l'équation qu'on a vue tantôt s'appelle la loi de Hooke. OK? Donc, Hooke, c'est lui qui a fait les recherches sur le ressort et qui a développé cette loi-là. Alors, on va faire la constante de rappel du ressort fois ici, c'est sa compression en mètres. La constante de rappel est déjà donnée, c'est 600. La compression est donnée comme en centimètres, donc 10 cm, ça revient à 10 divisé par 100, donc 0,1 mètre. Alors, on a une force de 60 newtons. Ça, c'est la force que le ressort est en train de faire au moment où on l'observe sur le bloc. Alors, la deuxième loi de Newton nous dit que la force totale sur un objet égale la masse fois l'accélération produite. Puis là, on sait ici que il n'y aura pas d'accélération en Y. Okay? La partie Y de l'accélération, c'est 0 parce que notre bloc ne va ni monter ni descendre à travers le sol. Fait qu'on s'intéresse ici seulement à la partie en X. Excusez mon chien. À la partie en X de la deuxième loi de Newton. Donc, ici, la seule force qui est présente en X, c'est le 60 newtons que fait le ressort. Et cette force-là, elle est... J'ai pas mis le calcul cos de 0, mais elle pointe à 0 degré ou encore par les x positifs, donc c'est positif. Fait que ça va être égal à la masse qui est au bout du ressort dont on fait l'analyse de 3 kg fois l'accélération. Donc, on peut simplement isoler ici la composante d'accélération est positive parce que ça accélérerait en ce moment vers la droite. On a 20 mètres par seconde carré. Maintenant, on va faire un autre exemple dans le plan vertical. OK? Ici, on dit... Puis, on va travailler un peu plus tard sur ces exemples-là dans le prochain cours là, avec d'autres notions. Mais là, on regarde la partie force faite par le ressort. Donc, ici, on dit on laisse tomber un bloc qui était initialement immobile de 1500 grammes, c'est la masse du bloc, à partir d'une hauteur de 50 cm au-dessus d'un ressort qui est initialement à sa longueur naturelle et le ressort va ensuite se comprimer de 12 cm par rapport à sa longueur naturelle. La constante d'élasticité est de 400 Newton par mètre et on demande de calculer l'accélération du bloc au moment où le ressort est comprimé de 12 cm. Donc, la figure ici, c'est un coup que le bloc a tombé sur le ressort puis il l'a comprimé de 12 cm. Donc, si on regarde les forces sur le bloc, on a la force gravitationnelle évidemment, puis on a une force vers le haut qui est la force élastique du ressort. Quelqu'un pourrait toujours argumenter ici que c'est une force normale. Ça serait vrai, là, comme le ressort est une force de contact sur le bloc, mais j'ai préféré l'appeler force élastique parce que c'est plus précis ici, vu qu'on travaille avec un ressort. Donc là, on voit qu'on va avoir besoin de nos deux forces. Il n'y a pas de force en X ici. Comme il n'y a aucune action en X, ben, il n'y aura pas de résistance de frottement, donc il ne se passe rien du tout en X. On va commencer par calculer la force gravitationnelle sur le bloc. On a un bloc de 1500 grammes, donc vous vous rappelez qu'on doit toujours transformer ça en kilogrammes pour calculer la force gravitationnelle. Donc 1500 divisé par 1000, ça fait 1,5. Ensuite, on multiplie ça par la constante de gravité, puis on obtient que la force gravitationnelle est 14,7 newtons en grandeur. Après ça, la force élastique, on va prendre la constante qui est fournie, puis on va la multiplier par la compression du ressort, donc cette fois 12 cm équivaut à 0,12 m. Là, on obtient que la force élastique faite par le ressort au moment où on fait l'observation, c'est 48 newtons. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? On cherche l'accélération encore. Donc, on travaille dans l'axe des Y cette fois.
Alors, la deuxième loi de Newton nous dit que la force totale en Y égale la masse fois l'accélération en Y. Mais là, on n'a pas qu'une seule force, on en a deux. Puis, il faut tenir compte de leurs orientations. Comme nos deux forces sont alignées sur l'axe Y, c'est assez facile de trouver leur orientation. Ben, pas leur orientation, mais je veux dire leur signe. Donc, on voit ici que la force élastique est entièrement positive, elle est toute en Y et vers le haut. Puis la force gravitationnelle, au contraire, elle est complètement négative. Donc, c'est comme ça qu'on va l'écrire dans l'équation ici. Pour la force totale en Y, on a la force plus 48 pour celle du ressort. Et ensuite, on ajoute à ça une force négative, de composante négative pour la force gravitationnelle. Et ça fait le total des forces en Y. Fait que ça va être égal à la masse en kilogrammes de 1,5 fois l'accélération en Y. Donc, on peut isoler ici l'accélération qui est de 22,2 mètres par seconde carré. On va maintenant commencer le laboratoire 4. Donc, un début, là, ça va être de valider l'équation de la grandeur de la force faite par un ressort. Alors là, je vous demanderai d'aller chercher le document de laboratoire si vous ne l'avez pas déjà ouvert. Donc, il est sur Léa, intitulé Labo 4. Voici à quoi ressemble le document que je vous demande d'ouvrir. C'est intitulé Laboratoire 9 sur le document lui-même parce que c'est sa séquence dans une session qui est en mode hybride. Alors ici, on vous montre un peu une photo du montage, vous allez le voir en vidéo tantôt, puis on vous donne le matériel. Donc, ressort, un support muni d'une règle et des masses. Fait que c'est tout simple comme dispositif puis comme manipulation. Dans le fond, on va s'intéresser à aller chercher la constante de rappel d'un ressort à partir du graphique de la force faite par le ressort en fonction de son étirement. Donc ici, on a un tableau où est-ce on a déjà prescrit quelle masse qu'on va ajouter sur le support. Donc ça, c'est en grammes. On va faire des bonds de 20 grammes. Puis on va aller mesurer l'étirement du ressort avec Rémi. On demande ensuite l'incertitude sur l'étirement. Je vais revenir là-dessus après la vidéo. Un petit laboratoire ici sur la force exercée par un ressort. Donc, on a ici un ressort qui est accroché à une tige sur un petit support, puis on va être en mesure d'aller voir de combien le ressort est étiré lorsqu'on vient appliquer une force dessus. La manière qu'on va appliquer une force, c'est en ajoutant des petites masses comme ça sur le plateau. Donc la première étape que je vais avoir à faire, c'est d'aller placer ma réglette à zéro pour lorsqu'il n'y a aucune masse sur le ressort, qu'on a un étirement qui est à zéro. Comme ça. Je vais commencer à mettre 20 grammes. Et je viens lire sur ma réglette. Bon, je conviens que c'est peut-être pas évident pour vous sur l'écran de lire, donc je vais vous donner les valeurs. On est à 1,1 cm. Donc je rajoute toujours des bonds de 20 grammes. On est présentement à 2,2 cm. Maintenant, on est à 3,4 cm. « 4,6 cm. Et un dernier point. Donc, je suis maintenant rendu à 5 fois 20 grammes, donc à 100 grammes sur mon plateau. Et je suis à 5,7 cm. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour aller faire l'analyse dans le document que vous avez et le graphique. Alors maintenant, là, c'est ça. Prenez, si c'est pas fait, en note toutes les valeurs ici d'allongement dans votre tableau. Bon, pour l'incertitude sur l'étirement, dans le fond, on mesure l'étirement sur une règle. Les graduations de cette petite règle-là sur la tige, c'est les mêmes graduations que sur une règle ordinaire. Donc là, je vous laisse déterminer quelle serait l'incertitude sur une mesure faite sur une règle. On pourrait argumenter que
on voyait le plateau bouger un peu, mais on peut toujours attendre. Je pense que c'est ce que Rémi faisait. Là, il attendait que ça stabilise avant de prendre la mesure. Autre chose aussi, bon, on peut parler d'autres sortes d'incertitudes. Est-ce qu'il y avait d'autres sources d'erreur? On me demande souvent si les masques qu'on utilise comportent une source d'erreur. C'est en fait, oui, certainement qu'il y a une légère source d'erreur, mais par rapport à l'incertitude de la règle, c'est quand même vraiment négligeable. Les masques qu'on utilise sont faits de matériaux qui s'usent très très peu. Donc, si c'est écrit 20 grammes dessus, on peut les utiliser pendant 10 ans, puis on les met sur la balance, une balance très précise, puis ça indique encore 10 grammes. Donc, on peut s'y fier. Là, c'est sûr qu'il y a peut-être des légères variations, mais c'est pas significatif. Peut-être la dernière chose que je pourrais mentionner, par exemple, c'est qu'on va écrire ici l'incertitude d'une règle, mais en réalité, il faudrait garder en tête que comme le plateau n'est pas exactement en contact, là, collé sur la règle, ça rend les mesures un petit peu plus difficiles que lorsqu'on utilise une règle sur un papier, puis c'est vraiment la ligne sur le papier est directement à côté de la règle là, des graduations. Donc, ça peut faire peut-être augmenter un petit peu l'incertitude dans la réalité. Maintenant, on arrive au tableau suivant. On demande de convertir les grammes en newtons et les centimètres en mètres. Bon, les centimètres en mètres, je vous laisse faire le travail, mais je vais expliquer quand même qu'est-ce qu'on veut dire par transformer les grammes en newtons. OK, donc l'idée, c'est que on a une certaine quantité de grammes qui sont suspendus, puis là, on attendait que ça stabilisait pour prendre la mesure. Donc, au moment où c'est stabilisé, c'est immobile. Fait que si on regarde, on considère la deuxième loi de Newton, la force totale dans la direction Y, ben l'accélération serait de 0. Ça veut dire que les forces qu'on a sur l'objet devraient s'annuler. Là, je regarde les masses là, qui sont sur le plateau. Donc, sur nos masses, on a, ben, ça inclut le plateau là, dans ce dont je vais parler, là. OK? Mais le plateau, dans le fond, il est déjà pris en considération parce que on a mis le zéro on a placé la réglette quand il y avait déjà le plateau suspendu au bout du ressort. Donc, à chaque fois qu'on rajoute 20 grammes, c'est déjà sous-entendu, puis pris en considération qu'il y a le petit plateau. Donc ici, on a la force gravitationnelle qui s'exerce vers le bas, puis qu'est-ce qui fait que l'objet ne tombe pas? C'est qu'il est soutenu par la force élastique dans le ressort. Donc ici, on met EL pour élastique d'habitude, là. Fait que ça veut dire qu'on en déduit que la force élastique, elle devrait être égale à la force gravitationnelle, puisque les deux s'annulent, puis ils sont de sens contraire, donc doivent être de même grandeur. Alors, la force dans le ressort, elle va être égale à la force gravitationnelle sur la masse. Donc, autrement dit, on peut faire la masse, mais elle doit être en kilogrammes, puis on multiplie par 9,8. Ça va nous donner des newtons. OK. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour le laboratoire? C'est de tracer un graphique de la force exercée par le ressort en fonction de son étirement. Alors, on va tracer le graphique pour le tableau qu'on a à l'étape 4. La force en newton en fonction de l'étirement delta x en mètres. Essayez d'être le plus précis possible avec chacun de vos points. Là, vous pouvez le faire sur une feuille mobile si vous n'avez pas pu imprimer le document. Ce n'est pas un problème, mais faites-le assez grand pour être précis. Puis, il va falloir vous faire des lignes ici. Ce serait peut-être mieux des feuilles quadrillées, honnêtement, que des feuilles mobiles si possible, mais sinon, vous pouvez utiliser les lignes de la feuille mobile, peut-être 2 lignes par gradation, etc. Alors, là, un coup, vos points vont être placés. Les points, vu qu'ils sont tirés d'une expérience, ne seront pas parfaitement en ligne droite. On s'attend à avoir une ligne droite. En fait aussi, comme on s'attend aussi à avoir une ligne droite même qui passe par 0, 0. Si, là, je vais vous montrer un exemple. Je ne veux quand même pas que vous forciez la droite à passer par le 0, 0. Disons que vos points sont un petit peu débalancés, là, de sorte que en prenant votre règle, vous essayez de faire passer votre droite par le plus de points possible ou le plus près du maximum de points possible. C'est possible, ça se peut que votre droite arrive un peu au-dessus ou en dessous là, du 0, 0. Donc, c'est pas grave. Vous voulez vraiment vous fier à vos mesures expérimentales.
puis essayez de pondérer l'inclinaison de votre droite. Ça, c'est un point vraiment important, là. Donc, vous rapprochez le plus possible de l'ensemble des points. Fait que ça se peut qu'elle passe par aucun point votre droite, mais elle va être le plus proche possible de tous les points. Un coup que ça c'est fait, là, on va vous demander, bon, donne-t-il une droite? Espérons que oui. Maintenant, dernière étape, c'est de calculer la pente du graphique, puis ça va être la constante de rappel de votre ressort. Donc, pour calculer la pente du graphique, faites attention, je vous montre comment faire, là. Je ne veux pas que vous utilisiez 2 de vos points. Premièrement, ça prend 2 points pour calculer une pente, OK? Mais si vous, comme par exemple, disons que je décide, OK, ben je prendrais ce point-là ici en haut, puis comme le point le plus bas. Ça ne serait pas un bon choix nécessairement parce que on veut refléter le calcul de la pente on veut un calcul qui reflète vraiment la droite qu'on a tracée, pas 2 points. Par exemple, imaginez que je choisirais à la limite là, ces 2 points-là. Imaginez qu'une pente qui passe par ça, là, ça ne ressemblerait pas du tout à ma pente expérimentale. Donc là, j'efface ça. Je ne veux pas prendre ça. C'est que ce que je vous demande de faire, c'est d'utiliser 2 points sur votre droite. Vous allez, comme dans le fond, peut-être inventer, ben pas inventer, mais mesurer des points comme, disons, lui, il arrive exactement juste au croisement de 2 axes. Ben là, ce serait parfait. Je peux faire une mesure facile avec ces valeurs-là. C'est mieux des points qui ne sont pas extrêmement rapprochés. Fait que là, je n'irai pas chercher le point juste avant. Ça, ce serait peut-être pas un bon choix. Mais on peut aller chercher un autre point qu'on peut mesurer. Je pourrais prendre, par exemple, ce point-là, ici, le croisement où j'évalue que ça croise là, mon axe des Y. Fait que vous voulez 2 points assez distancés, puis absolument utiliser 2 points qui sont sur votre droite. OK? Si ça donne qu'un de vos points passe par la droite, vous pouvez l'utiliser, mais si vos points ne passent pas par la droite, vous allez chercher des points qui passent par la droite. Fait que je vous rappelle comment calculer une pente, mais je pense que vous le savez. OK, une pente, c'est toujours, dans le fond, on utilise 2 points pour faire la variation sur l'axe des Y divisé par la variation sur l'axe des X. Ou autrement dit, on prend Y, le point final, moins Y, le point initial, puis on divise par la coordonnée X finale moins X initial. Puis ça devrait vous donner votre pente. Là, je vous laisse vous questionner sur les unités de la pente. Pour répondre à cette question-là, parce que là, vous voulez mettre les unités de la valeur que vous allez trouver, bien, vous pouvez considérer, c'est quoi votre calcul? Qu'est-ce qu'on fait comme calcul? C'est quoi les unités là-dedans? Mais vous pouvez aussi aller voir la signification de la pente, c'est quoi la valeur qu'on s'attend à trouver, quelles sont les unités. OK? Fait que ça fait le tour pour le labo 4. Ça va être à remettre pour mercredi. Ben non, c'est-à-dire, vous avez jusqu'à mardi inclusivement, le 8 décembre, pour le remettre soit sur Léa ou par Mio. Pour finir, je vous demande de compléter les tâches suivantes. Donc, l'analyse du laboratoire 4 et lecture des pages 232 à 235. Ensuite, donc, vous pouvez faire les exercices qui sont listés ici. Puis, c'est suivi par 2 pages de réponses, ici et celle-là. J'ai pas fait des grosses démarches ici parce que les numéros ils ont peu d'étapes, mais bien sûr, là, je vais répondre à vos questions si vous bloquez quelque part ou pendant les disponibilités, je peux les faire en exemple. Donc, c'est tout. On se revoit avec maintenant, prochain cours, le concept d'énergie. Au revoir.